aux quatre coins du monde. Et puis en France, on travaillait, à l'époque, on l'appelait mineurs isolés, mineurs étrangers isolés, ou MIE, mineurs isolés étrangers. C'était les petits Roumains qui braquaient les parcs-mètres, parce qu'à l'époque, il y avait des parcs-mètres avec des pièces de francs. Et les petits Roumains se nourrissaient grâce à ces parcs-mètres. Et tout le travail qu'on avait fait, c'était d'essayer de sortir de cette problématique un peu dramatisante des enfants des rues. Moi, je travaillais à l'époque au Centre national de l'enfance et particulièrement en Amérique latine, mais aussi en France et puis en Afrique subsaharienne. Et de travailler aussi sur les questions des nouvelles méthodes, enfin nouvelles, non, mais comment on pouvait retisser du lien social et du lien éducatif avec ces enfants qui étaient projetés dans une marginalité à l'extérieur. On a tiré un livre d'ailleurs qui s'appelle Langage et culture d'enfants de la rue, ne le cherchez pas, il doit être complètement épuisé maintenant. Mais voilà, 30 ans après, on remet à l'ordre du jour la question des mineurs, on les appelle aujourd'hui non accompagnés. Non accompagnés, alors que justement, quand on les appelle non accompagnés, c'est qu'ils sont accompagnés par l'ASE. Mais ça, c'est toujours la France. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire français? Alors, enfin, vous le direz à l'ARS, ça. Comment est-ce qu'on peut prendre en charge les errances, les jeunes en errance? Et la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est pas tant cette question des jeunes eux-mêmes, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est de vous. Et comment est-ce qu'on peut supporter cette charge? Comment est-ce que ça travaille? Moi, cette question, elle a émergé en fait avec ces expériences dont je parlais tout à l'heure, mais pas seulement la Grande Voile de la Villette, mais aussi on avait suivi après ce qu'elle s'appelait les rencontres urbaines de la Villette, et où on travaillait sur ces questions de marginalité tous les ans, il y avait le hip-hop, le techno, et bref, etc. Et il y a un moment, des jeunes collégiens qui étaient venus à des interventions qu'on menait. Et il y a un des collégiens qui posait la question, mais pourquoi vous avez choisi ce métier? Ah, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce métier d'accompagner les jeunes en errance? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis là? Et ça pose effectivement un problème. Et la deuxième raison aussi qui m'a fait choisir ce thème, c'est que dans les DU auxquels je participe encore aujourd'hui, la DU Santé des migrants, DU Médiation en santé, on a beaucoup d'étudiants, enfin les étudiants sont les participants, c'est vous qui cherchez en formation continue quelques éléments supplémentaires, qui expriment leur souffrance. Ça ne va pas. D'ailleurs, on l'a vu dans les entretiens qui ont été montrés à Lille, il y a cette question de négociation que chacun va faire entre ses valeurs personnelles et puis ce que l'institution lui demande de faire, et puis ce que le jeune ou la jeune va montrer. Et puis un troisième point aussi, c'est que, toujours dans le cadre des activités que je continue à mener, il y avait une thésarde, une ancienne étudiante du DU, qui m'avait demandé de diriger sa thèse sur les MNA, précisément, et puis elle est obligée d'arrêter parce que tous les accompagnants lui interdisaient l'accès à ces MNA. En disant non, 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 on ne doit pas, c'est confidentialité, il faut les protéger, etc. Un peu comme un cordon sanitaire qui se mettait autour de ces MNA qu'on devait absolument protéger d'une étudiante qui simplement voulait se préoccuper de ces questions qui ont été évoquées au niveau de... Et là, franchement, il y a quand même un problème parce que on parle des migrants, on travaille avec les SDF, on travaille avec les CASO, avec les centres d'hébergement d'urgence, terrain, on a accès au public sans problème, avec les questions éthiques, bien évidemment, de confidentialité, d'anonymat, bref, tout est calé. Mais là, les MNA, c'est territoire no man's land. Personne ne peut y accéder. Alors, j'ai essayé d'inverser la proposition. Et qu'est-ce qui fait que, voilà, les gens qui s'en occupent sont dans cette dynamique. Alors, moi, je me réfère plus à Furtos et à l'équipe d'Orsper sur la professionnalité, ce qui a été dit tout à l'heure sur le terme de renormalisation, voilà, renormalisation entre l'usage de soi par soi et l'usage de soi par l'institution. Bah, c'est ce néologisme de professionnalité qui combine le terme de profession, donc quelqu'un qui apprend un métier, des compétences qui sont acquises, et qui se mêle avec la personnalité, parce que chacun va habiter son métier de la façon qui lui est propre et spécifique. Donc personne ne va exercer le même métier. Même métier d'accompagnement. Bien évidemment, on fait des diplômes d'État, que ce soit dans la santé ou même dans l'éducation.
Mais il n'y aura pas deux profs qui feront la même chose. Il n'y aura pas deux médecins qui vont soigner de la même façon. Il n'y aura pas deux éducateurs qui approcheront les mineurs parce qu'ils le feront avec leur personnalité. Mais c'est justement c'est ce côté personnalité qui va être aussi la vulnérabilité que nous offrons à l'extérieur quand on est en contact avec ce public. Alors, les moteurs du choix. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce métier-là? Bon, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi aussi cette institution et pas une autre? Telle association, telle université, telle structure, telle équipe mobile. En ce moment, on est en train de travailler sur une thèse sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des médecins tout jeunes qui se destinent à l'équipe mobile de Médecins du Monde, Porte de la Chapelle. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ce public, et là en l'occurrence, nous, le pays qui nous intéresse, les mineurs non accompagnés. Ça veut dire que pour faire ce travail-là, il y a un engagement professionnel qui est absolument indispensable. On ne peut pas le faire si on ne s'engage pas. On ne fait pas ce métier comme on ferait conseiller bancaire, comme on ferait président de la République. Dans ce métier-là, la relation enfant-adulte est fondamentale. C'est cette relation qui va bouleverser l'éducation, traverser les inconscients, aussi bien de l'enfant que celui de l'éducateur, avec des projections sur lesquelles on essaye de former en formation initiale, on essaye de faire contrôler avec les groupes d'analyse de pratique, on essaye de faire réfléchir, mais avec les limites de l'encadrement, les limites de manque de moyens, on en a parlé tout à l'heure. Mon éducateur, pour l'enfant, ça va être la figure de référence, le connaisseur de toutes les arcanes institutionnelles, même si, entre nous, personne n'arrive à s'en tirer et à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, même Barbara n'arrive pas, pourtant, depuis le temps qu'elle est dans les arcanes professionnelles et institutionnelles, à pouvoir dire ce qui se passe, parce que ça change tout le temps. Donc, cet éducateur va être la référence, mais aussi le protecteur. Parce que c'est l'intermédiaire bienveillant. C'est tout d'un coup, comme disait Lowenstein, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Cette personne qui, sur une trajectoire donnée, déterminée, va permettre que, on change de trajectoire. On va du bon côté, on fait le bon choix. La bonne personne au bon endroit, au bon moment. Moi, en tant qu'éducateur, ma mission, ça va être la protection, l'accompagnement, mais aussi le côté éducation. Et le côté éducation, c'est le côté ex du carré. Ce n'est pas forcément la normativité. C'est amener dehors, accompagner à l'émancipation. C'est un bon mot, l'éducation. Bien sûr, on a un peu en tête que l'éducation, c'est la chicotte, mais pas forcément. Ex du carré, accompagner dehors. Donc c'est l'émancipation. Mais évidemment, comme je fais partie en tant qu'éducateur de l'institution, je dois appliquer la loi. C'est mon boulot. Mais dans cette relation enfant-adulte, il va y avoir obligatoirement des engagements affectifs qui vont se jouer. Et dès qu'il s'agit d'affectifs, gyrophare. La relation éducateur-autre institution. Alors là, l'éducateur va être le chevalier blanc, celui qui va... Mohamed, s'il te plaît. On réclame le président au téléphone. C'est le lien avec l'institution, c'est le moment où va être mis en péril le lien de confiance que le jeune a au niveau de l'éducateur, puisque l'institution peut contredire ce que l'éducateur a pensé. La protection, eh bien, je vais isoler l'enfant, je vais isoler le jeune, du reste considéré comme étant justement périlleux. L'engagement affectif, qu'on le veuille ou non, de façon inconsciente, c'est aussi un engagement d'appropriation. Je suis le seul qui connaît ce gamin. Je le connais bien. Ne venez pas le perturber, vous allez faire des bêtises. J'ai une expérience en centre éducatif fermé tout à fait claire où, justement, le fait d'avoir changé d'éducateur a créé un bouleversement dans les relations qu'un jeune entretenait avec son environnement et qu'il a fini à Fleury-Mérogis, malheureusement. L'éducation, c'est mon métier. Je sais faire. Je suis professionnel, j'ai mon diplôme, donc laissez-moi faire. Et puis oui, mais on est des adultes,
Et quand on voit le jeune partir de ses propres ailes, c'est quelquefois un peu douloureux. Quand on travaille avec les familles d'accueil, à l'ASE, eh ben, quand l'enfant s'en va, soit qu'il soit majeur, soit que il parte dans une autre famille ou une autre opportunité, ou revienne dans sa famille d'origine, c'est un déchirement. Alors, quelquefois, c'est un déchirement qui est préparé, qui est, voilà, on vole ses propres ailes, c'est Disney, tout va bien, les petits oiseaux, mais ça reste quand même un traumatisme. Parce que on n'est plus en contact. Et ben pour l'éducateur, le MNA, c'est pareil. C'est pareil. Lorsque le MNA le quitte, il y a cette rupture d'engagement affectif et qui fait que c'est dur de partager. Alors il y a des enjeux connus. Les enjeux connus, c'est les autres, c'est les chiants. L'enfer, c'est les autres. Les institutions, le manque de moyens, le ministre de la Santé, tout. Enfin voilà, c'est toujours. Voilà. Les institutions sont effectivement, souvent, maltraitantes. Effectivement. Pour autant, est-ce qu'elles sont la cause de tous les problèmes? Ça reste à négocier. Un deuxième enjeu qui est aussi connu, même si, moi, que je citais tout à l'heure avec l'association Regard, on travaille sur ces questions-là et c'est quand même pas trop travaillé, mais quelquefois, dans des milieux militants, dont proviennent beaucoup les éducateurs, la dette postcoloniale, anticapitaliste, elle joue aussi. C'est-à-dire que va se mêler à cette protection du jeune une volonté révolutionnaire, entre guillemets, de lutter contre le colonialisme, ou le post-colonialisme, lutter contre le capitalisme pour une société plus juste et meilleure. Comme le soulignait Mohamed, on avait dans les années 70 cette idée d'une société plus juste. Aujourd'hui, on a peut-être plus l'idée d'avoir une société moins injuste. C'est pas pareil, c'est moins enthousiasmant, on va dire. Un autre enjeu qui est aussi connu et travaillé dans les groupes d'analyse pratique, c'est le syndrome du sauveur. C'est moi qui vais sauver le monde, et je vais sauver en particulier ce gamin ou cette gamine. C'est moi qui vais la tirer du pétrin, et je suis seul contre tous. Évidemment, ce qui est travaillé aussi dès les formations initiales, c'est la toute-puissance. D'ailleurs, je vais toujours trouver une solution, quoi qu'il arrive. Quels que soient les embarras, quels que soient les embrouilles, quels que soient les problèmes, quelles que soient les histoires, je trouverai toujours une solution. Et puis, après le burn-out, après les déceptions, après les déconvenues, je ne sers à rien, c'est inutile, de toute façon, tout va mal. Et là, on se retrouve dans cet engagement qui devient excessif et débordant. Les enjeux moins connus, alors il y en a qu'on peut écrire, il y en a d'autres qu'on ne peut pas écrire. Ce qu'on peut écrire, c'est les projections inconscientes familiales. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon adolescence, dans mon enfance, mes relations avec mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, etc., et nos problèmes. Qu'est-ce que j'ai rêvé quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, quelle était la bonne personne au bon moment, au bon endroit que j'ai rencontré, qui m'a permis de ne pas sombrer du mauvais côté de la force, et est-ce que je ne suis pas en train d'imiter inconsciemment cette personne-là, et puis finalement, avec toutes les limites qu'il peut y avoir. La volonté de mimétisme aussi, c'est-à-dire ma civilisation, c'est la bonne. Alors, ma civilisation, c'est quelque chose qui est daté, qui est situé et daté. C'est aujourd'hui, ici et maintenant. La France de 2025 n'a rien à voir avec la France de 1970. Or, c'est toujours ma civilisation vers laquelle je veux attirer les jeunes. C'est-à-dire, c'est le monde dans lequel je vis qui me paraît être ma normativité, donc, pour reprendre la terminologie utilisée tout à l'heure. Mon utilisation de moi et de mes normes par rapport à celles de mes interlocuteurs. Et là, on est dans un engagement politique, avec un choc des normativités, parce que ces jeunes ne sont pas porteurs des mêmes normativités. C'est comme quand vous discutez avec un jeune militant du GUD, c'est dur. C'est très dur. Vous ne connaissez peut-être pas le GUD, mais bon. Généralement, ça se termine mal. Et pourtant, si on a ce militant du GUD qui est un mineur non accompagné, nous sommes tenus de l'accompagner. Nous sommes tenus de discuter avec lui. Nous sommes tenus d'avoir un engagement avec lui. Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile de tolérer justement toutes ces incompatibilités normatives. Comment est-ce que je vais gérer ça? Et puis, il y a des enjeux complètement cachés,
mais sur lesquels il est important de réfléchir en soi-même, pas forcément en groupe d'analyse pratique, même si ça doit aussi se faire, c'est que quand on travaille avec ces publics en situation de précarité ou difficile, on cherche toujours à réparer quelque chose en soi. Et quelquefois, même, au pire, on cherche aussi à se prouver qu'on domine une situation de plus précaire que soi. C'est inconscient, c'est pas pour générer de la culpabilité que j'en parle, c'est pour dire qu'il faut arriver à le travailler et le surmonter, si on ne veut pas justement, lorsque l'engagement devient difficile, avoir un effet dévastateur. L'empathie, sur le professionnel, c'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Traumatisme vicariant, vicaire, hein, c'est celui qui fait à la place d'eux. C'est comment est-ce que je vais gérer, je vais aller vite, mais vous êtes en train de me traumatiser, Charles. Comment est-ce que je vais gérer ce que l'écoute de tous les traumatismes qu'ont subis ces jeunes, et d'autant plus traumatisants qu'ils sont jeunes, que ce sont des histoires d'enfants, dans mon propre psychisme. Est-ce que je ne vais pas en faire moi-même un stress post-traumatique, de même façon que ça a été décrit pendant le Covid avec les gens qui regardaient BFM TV 24 heures sur 24 et qui engendraient un stress à ce point-là. L'impuissance devant certains échecs, la déconvenue devant des normativités choquantes, hein, c'est sûr que des discours misogynes tenus par des jeunes, surtout quand ce sont des filles, devient absolument insupportable, intolérable. Comment est-ce que je vais gérer ça ? Et donc, je vais peut-être engager une surenchère, révolte contre les autres intervenants. Et là, on est dans un engagement qui devient autodestructeur. Que faire ? Allez vite, je sais. Savoir trouver la bonne distance, vous savez. Prendre conscience des multiples enjeux cachés, voire enfouis, et travailler le refoulé. Vous le savez aussi, verbaliser régulièrement. Et pour les hiérarchies, et ça c'est très important, savoir aussi qu'un éducateur qui travaille avec des situations comme ça doit aussi pouvoir faire autre chose de temps en temps. Varier les fonctions. Qu'est-ce que je dois verbaliser ? D'abord, je ne suis pas seul, je ne suis pas visé. Quand quelqu'un m'attaque, ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est l'institution. Vous le savez, mais on ne le répète jamais assez. Ce sont les institutions qui sont ciblées et ce sont les professionnels qui prennent ça en pleine figure. Penser l'interculturalité en termes de génération, en termes politiques, hein, on n'a pas tous les mêmes normes politiques, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise. En termes institutionnels, quand des gamins viennent de pays où la corruption est à tous les étages, vous devez payer jusqu'à votre thé d'oreiller quand vous êtes hospitalisé. Comment comprendre qu'ici, à l'hôpital, vous soyez accueillis normalement ? Et comment arriver à gérer le fait que ce n'est pas gratuit, mais il y a quand même des devoirs. Il y a tout ce dispositif de relation avec l'institution qui doit être revisité, reconsidéré et pensé dans une dynamique interculturelle. Le rapport à l'altérité et le rapport familial, etc. Et là, l'engagement doit être questionné. Savoir aussi ne plus penser, se vider la tête, et ça, les formations, les colloques sont là pour ça, justement, de temps en temps, pour que des vieux comme nous vous aident à prendre un peu de distance et à vous dire, bon, ben voilà, je ne fais pas tout mal, je fais quand même aussi des choses bien. Et, bref, ne pas tourner en boucle sur soi-même. Et savoir changer aussi de poste à temps avant de partir à la dérive. Et là, c'est le désengagement qui est validé. Merci beaucoup pour ce parcours de résilience des soignants. C'est extrêmement utile par les temps qui courent. Je vais peut-être donner la parole à la salle pour commencer. Bon. Vous levez la main. Ce parcours de résilience. Bonjour, je suis soignante et je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Assemblée pour des soins antiracistes et populaires. Alors du coup, effectivement, on est du côté de la militance.
Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Tessier. Je dois dire que moi, en tant que soignante, je suis dans la petite enfance et la protection de l'enfance, en l'occurrence. Et vos travaux et vos livres, il y a 20 ans, ont contribué à ce que je tienne un fil et que je ne le lâche pas et que je vous écoute aujourd'hui. Et j'étais ravie de cette présentation, je la trouve très riche, parce que je fais aujourd'hui de l'analyse des pratiques et que tout ça me parle beaucoup sur effectivement cette charge qu'on porte et la manière d'élaborer, de contenir, de porter, de faire sens. Donc je trouve ça intéressant. Après, j'avais peut-être juste quelque chose qui m'a un peu questionnée sur justement cette notion aujourd'hui, et je parle dans un contexte qu'on connaît tous d'un service public qui se fragilise, parce qu'il faut aussi parler de ça. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, ce que vous évoquez beaucoup, ce que vous avez évoqué à un moment sur les normes de l'institution, les normes de la personne et du soignant, et qu'effectivement, à un moment donné, est-ce que cet engagement aussi qui va du côté de accompagner le sujet, peu importe, que ça soit un mineur accompagné ou un enfant, ou une personne vulnérable d'une certaine manière, c'est quand justement nos valeurs personnelles, et pour moi ça c'est aussi un positionnement à questionner, nos valeurs personnelles nous font pointer du doigt le fait que l'institution, dans son fonctionnement, les moyens qui lui sont alloués aujourd'hui ne permet plus de respecter ses propres valeurs, et que c'est nous en tant que sujet qui sommes un peu les garde-fous par rapport à des dysfonctionnements structurels, et que du coup là, je ne l'ai pas entendu sur cette question, quand il n'y a plus cette concordance et qu'il y a peut-être cet écart entre le métier idéal, ce qu'on veut faire, et ce que l'institution nous demande de faire, mais ne donne plus elle-même les moyens. Voilà, est-ce que c'est vraiment que le désengagement comme voie pour se protéger ? Bien évidemment, non. Je fais la retraite, je suis encore ici. Bon, voilà. Non, bien sûr. Par contre, il faut arriver à ne pas porter la misère du monde sur toutes ses épaules. Parce que y a des situations dans lesquelles, si véritablement on arrive à une impossibilité, il faut dire stop. Si toutes les aides-soignantes de l'hôpital s'arrêtaient en même temps, je pense que notre ministre de la Santé commencerait à se poser des questions. Donc, on fait plus, on charge plus, petit à petit, comme la grenouille qui est dans la casserole qu'on fait chauffer. Mais précisément, cette distanciation qu'il faut arriver à prendre, c'est aussi être capable de dire à un moment, là je m'arrête. Je cherche un autre boulot ou je pars à la retraite. Mais je ne peux plus. C'est ce qui se passe d'ailleurs depuis la chute du Covid. Voilà, le lapsus est intéressant. C'est un peu ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux. Donc ça commence à bouillonner nos têtes d'œufs là en haut. Ils essayent de trouver des solutions, mais enfin, tant qu'ils ne seront pas en bas, ils ne trouveront pas les bonnes solutions. Et c'est nous, en première ligne, qui sommes entre le marteau et l'enclume. Le marteau et l'enclume des normes et des valeurs. C'est-à-dire qu'on a un agenda institutionnel qui ne peut pas correspondre à notre réalité quotidienne, du fait même de ce désinvestissement des services publics. Alors, quand je dis il faut savoir se désengager, je ne suis pas en train de dire grève générale aujourd'hui. Ce que j'essaie de dire, c'est ne nous laissons pas abuser et surtout ne nous laissons pas entraîner vers l'oubli de nos valeurs initiales. Ce qui est le pire. C'est-à-dire de toute façon, j'ai besoin de vivre, je dois bouffer, ce qui est tout à fait légitime. Il faut trouver des moyens. Alors, je ne sais pas quel type de moyens il faut renouveler, parce que manifestement, les outils actuels d'intermédiation entre le pouvoir politique et la réalité ne sont pas véritablement efficaces. Probablement faut-il voir un effet de ChatGPT là-dedans. Mais il faut qu'on invente de nouveaux moyens. Alors, votre association, sans doute, fait partie de ces moyens-là. L'association Regard... Regard, attention, parce que si vous faites Regard sur Internet, vous allez trouver des tas de regards. Donc, c'est repenser et gérer l'altérité pour refonder la démocratie et les solidarités. C'est un regard très spécifique. Et ça, avec les formations, les interventions qu'on peut faire auprès des acteurs et même des encadrants. J'ai un cours à Sainte-Anne sur justement les futurs cadres de santé.
Et j'attache beaucoup d'importance à cette formation-là, parce que c'est eux aussi qui peuvent créer les situations, créer les environnements qui sont favorables à ce type de réflexion. Et qui peuvent dire aussi à la hiérarchie, parce qu'ils seront plus entendus par le directeur que quand on est au ras du terrain, ça ne va pas. Là, on ne peut plus faire le travail qu'on cherche à faire. Alors après, il y a d'autres éléments. Je sais qu'il y a une de mes thésardes aussi qui était dans un des centres de santé qui se fait de l'abattage et qui se fait engueuler quand elle fait plus de 5 minutes par patient. Je lui dis démissionne. S'ils ne trouvent plus de médecins pour faire ce boulot-là, eh bien, ils changeront de méthode. Mais tant qu'ils trouveront quelqu'un pour s'adapter et s'accommoder de ce type de choses, eh bien, ça marchera. Donc, il y a aussi ça qu'il faut aussi... on vote avec nos pieds, on vote avec nos acceptations de l'inacceptable. Alors, bon, je dis ça, je suis vieux, mais ceci étant, je l'ai payé assez cher dans ma carrière. Celles qui m'ont connu, j'en ai bavé, je vous le dis. J'en ai bavé. Mais bon, voilà, on continue. Merci Stéphane. Et comme toujours, dynamique malgré la retraite, mais ça fait un plaisir. Donc ma question, ton modèle, comment il peut s'inscrire dans une historicité, c'est-à-dire tous les legs familiaux, les transmissions inter- et transgénérationnelles qui ont vraiment des effets sur nos engagements ou non-engagements. J'ai combien de temps ? C'est fondamental. Bien évidemment, c'est fondamental. C'est sûr que moi, je fais partie de la génération, on est né après la guerre, on a été bercé par tout ce qui s'est passé, la reconstruction. On était en plein mai 68, on a révolutionné les choses, on a changé les rapports de genre, on s'est bagarré. La guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, qui nous a fait penser à l'autre et à l'altérité, d'une certaine façon aussi, qui est particulière. Votre génération n'a pas vécu ça. Et donc, votre génération, elle est héritière d'un certain nombre de valeurs, les Lumières dont on a parlé tout à l'heure, et puis d'autres, et vous allez créer un nouveau système de valeurs qui sera en fonction de l'environnement aussi, dans lequel vous allez vivre. Ce dont il faut être conscient, c'est que toutes nos valeurs n'ont pas valeur, justement, de dogme. C'est-à-dire que nous sommes toujours datés, nous sommes toujours ici et maintenant, et que les gens qu'on accueille, en particulier les mineurs non accompagnés, n'ont pas du tout la même historicité, la même histoire familiale, la même socialisation, le même rapport simplement de l'individu à l'environnement adulte. Ce rapport de l'individu à l'environnement adulte qu'on a dans l'Occident avec une autonomie totale, une liberté totale, il n'est pas partagé partout. Et il est même quelquefois totalement incompréhensible. Et de la même façon qu'on traite de barbares les Afghans, eh bien les Afghans ont le droit de nous traiter de barbares parce qu'on laisse les gens tout seuls. Et c'est ça, cette relativité des choses qu'il faut arriver à comprendre sans perdre de vue, malgré tout, qu'il y a un universalisme de la souffrance, il y a un universalisme de la santé mentale, il y a un universalisme, un massage cardiaque, c'est pareil à Singapour qu'à Paris. Et donc c'est tout ce jeu d'équilibrisme, véritablement, qui doit être travaillé quand on fait de l'interculturalité dans toutes les dimensions que j'ai décrites tout à l'heure, aussi bien générationnelles que exotiques. Donc pour répondre à ta question, vraiment c'est le fondamental, parce que nous sommes le produit de ces histoires familiales et de socialisation et de ces parcours. La santé mentale, il y a un universalisme, un massage cardiaque, c'est pareil à Singapour qu'à Paris. Et donc c'est oui, oui, juste une analyse par rapport à mon cadre de travail. Je suis référent PRE, Programme Réussite Éducatif. Et concernant le public qu'on accueille, originaire de pays différents, cultures et traditions, là, ça fait 5 ans que je suis en poste. Et
je trouve que les partenaires, je ne remets pas en cause la qualité du partenaire, mais la transition d'orienter les familles vers les partenaires, je pense qu'on oublie une étape, c'est que les familles sont tous différentes au niveau de leur capacité de comprendre, de donner sens. Moi, je vois des familles pour expliquer que le théâtre, c'est important pour l'enfant, c'est complémentaire à l'éducation nationale, c'est compliqué. Il y a une étape, je pense, qui n'est pas assez travaillée pour permettre aux arrivants en France de comprendre et avoir sens. Soit ils rentrent dans des rendez-vous, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Eux, leur préoccupation, c'est remplir le frigo. Je le dis directement, c'est remplir le frigo et les enfants en bonne santé. Et je trouve que l'étape d'envoyer orienter, je pense qu'on va vite. Après, moi, je me mets dans la peau de ma responsable. Elle doit rendre des comptes. Voilà, j'ai des familles, elle ne peut pas se permettre. Alors, vous soulevez plusieurs problèmes en même temps, là. Le dernier problème, c'est les logiques institutionnelles sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, mais où on peut essayer de les travailler. En revanche, sur le premier point, je crois que ce qui est très important, c'est ce que je milite beaucoup, qu'on parle non plus de migrants, de personnes venant, mais de situation d'altérité. C'est-à-dire, je porte autant d'altérité que la personne que j'ai en face de moi. Je suis aussi exotique, moi, avec mon idée de faire du théâtre, que la personne que j'ai en face de moi qui ne le comprend pas. Et comment est-ce qu'on peut gérer cette double altérité ? C'est-à-dire que ce n'est pas aux gens de comprendre que le théâtre, c'est bien. Non. C'est à moi aussi de comprendre quel autre outil peut permettre à l'enfant d'acquérir un certain nombre de compétences que je souhaite lui faire acquérir. Et comment est-ce que je peux négocier ça ? Et cette négociation un peu contractuelle, elle nécessite de ma part que je remette en question mes dogmes et que je me considère comme un exotique, comme un barbare. Pour revenir à la réflexion d'Ahmed, moi, ce qui m'a vraiment fait penser, c'est je suis resté 4 ans au fin fond de la brousse au Botswana, à la frontière de la Namibie qui était en guerre, de l'Afrique du Sud qui était en guerre, du Zimbabwe qui sortait de la guerre, et j'étais un blanc dans cette brousse. Là où passaient tous les militants de l'ANC qui allaient, et que j'allais soutenir évidemment, que j'accompagnais, etc. Sauf que je restais blanc. Et que j'avais ce stéréotype, bah oui, le blanc, il est forcément avec les bourres, et il parle, alors que les blancs, ils me disaient, c'est un traître hein, à sa race, etc. Donc là, je me suis rendu compte que j'étais plus rien. Parce que plus personne ne voulait me parler. Et je suis resté sur mes engagements, et finalement, ce qui s'est passé, c'est l'anecdote, mais vous avez faim, là. Là où passaient tous les militants de l'ANC qui allaient, et que j'allais soutenir, évidemment, que j'accompagnais, etc. Sauf que je restais blanc. Et que j'avais ce stéréotype, ah oui, le blanc, il est forcément avec les bourres, et il parle, alors que les blancs, et ils me disaient, c'est un traître hein, à sa race, etc. Donc là, je me suis rendu compte que j'étais plus rien. Parce que plus personne ne voulait me parler. Et je suis resté sur mes engagements, et finalement, ce qui s'est passé, c'est l'anecdote, mais vous avez faim, là, on va parler comme au déjeuner. Là. Il y a eu un jour, il y a eu deux espions sud-africains blancs qui sont fait assassiner, qui sont fait mitrailler. Et on est obligé de faire l'autopsie, ils l'ont amené à l'hôpital, et il y a une infirmière qui m'a dit « Ah oui, de toute façon, à partir du moment où c'est un blanc là-bas, c'était forcément des espions sud-africains. » Je me suis dit là, elle a oublié que moi j'étais blanc. Et là, je me suis dit, ça y est, il y a un déclic qui s'est passé. J'ai enfin pu rentrer dans une dynamique où ma couleur de peau ne jouait plus dans quelque sens que ce soit. Donc on était dans cette situation d'altérité où j'avais pris ma part d'exotisme et où elle aussi, elle avait pris sa part d'exotisme. Et on avait pu négocier, et là, bon voilà, on était arrivé à une situation. Et ça, c'était fondateur. Comme expérience, après on a fait l'autopsie, bref. C'est une autre histoire. Allô? C'est par ici? Par là? Je suis par là. Voilà. Je suis là. Oui, excusez-moi, je vais prendre la parole, mais c'est pour revenir un peu, Monsieur Tessier, sur du coup, l'intervention du coup, de la soignante,
où du coup, à un moment, du coup, vous dites qu'effectivement, il faut pouvoir à un moment pouvoir en quelque sorte un peu se détacher quand ça va mal. Voilà. Sauf que quand on est vraiment, du coup, moi je pense que quand on est vraiment engagé, parce que quand on vient dans ces métiers qui est l'éducation, voilà, moi je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, voilà, lorsqu'on est dans les métiers de soignants, l'éducation, on vient du coup avec nos engagements, évidemment on travaille le côté sauveur, ça je pense que je vais travailler, mais quand en moment on observe et qu'on se dit que au niveau de tout ce qui est aussi le pouvoir public aussi qui lâche aussi un peu tout, ben moi je travaille dans une assoce aujourd'hui et en fait qui lâche tout au niveau des financements et tout ça, et pour le reste, même si deux fois ça va mal, d'un moment bah, on se dit mais si nous aussi on les lâche, qui va s'occuper du coup de ce public là. C'était juste voilà, je voulais juste ajouter ça. Non, vous avez raison. Effectivement, j'avais très peu de temps, donc je suis obligé de caricaturer. Il y a un sentiment d'abandon qui nous retient. On ne peut pas les laisser comme ça. On peut pas les laisser comme ça. Mais en revanche, il ne faut pas que ces sentiments d'abandon, on le porte sur ses épaules à tel point que finalement, on abandonne quand on n'a plus de force et qu'on est en burn-out. On finit par dire, là, je ne peux plus. Il faut savoir aussi se faire aider. Il faut savoir aussi militer, pourquoi pas à côté, pour faire valoir les valeurs. Il faut savoir aussi changer de poste. Il y a des moments où, quand c'est plus possible, c'est plus possible. Et puis dire aux personnes accompagnées, écoutez, vous allez pouvoir me suivre là. Je serai dans un nouveau poste, je vais aller ailleurs, où les choses seront plus faisables. Mais ce sentiment de solidarité indissociable avec les populations en grande souffrance, on doit aussi savoir le contrôler. Parce que sinon, ça nous entraîne vers la détresse. Et personne n'y sera gagnant. Même pas les usagers qui vont vous perdre. Donc il faut savoir aussi se protéger. Merci Stéphane. Je voudrais signaler quand même les travaux sociologiques des années 60-70. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Berthaud, structure de classe et destin personnel. C'est-à-dire comment notre destin personnel, que ce soit professionnel ou non, est structuré aussi par les classes sociales. Ça c'est un point. L'autre point, notre ami Freud a dit qu'il y a 3 métiers difficiles. Le métier de parent, le métier de politicien et le métier, bien sûr, du psy. Donc, l'impossibilité d'exercer un métier face à des obstacles qui peuvent être affectifs, cognitifs, psychosociaux, comment faire quand on s'inscrit dans une société qui ne draine pas ou qui ne donne pas des valeurs, et surtout des valeurs de justice, d'égalité. Et je te rejoins justement d'interculturalité, de ce rapport à l'altérité, comment on peut le faire jour par jour. Voilà. Est-ce que c'est le mot de la fin? Il semble assez, je trouve. Qu'en pensez-vous? C'est vous la modératrice? Oui, mais je suis flexible. Non, mais oui, merci, en effet. En effet, je crois qu'on va s'arrêter là, sauf si quelqu'un a encore quelque chose de très important à exprimer. Moi, je voulais vous remercier tous parce que ce sont des éclairages divers sur une problématique essentielle. Aujourd'hui, on a eu 5 ans de violence faite aux femmes, grande cause nationale. On n'a pas beaucoup avancé. On va avoir 5 ans santé mentale, grande cause nationale. Je ne sais pas si on va avancer. Et je pense qu'il faut réunir toutes ces causes et elles se retrouvent parfaitement dans l'accompagnement des enfants, alors les plus vulnérables qui sont les mineurs isolés, non accompagnés ou autres, mais aussi les enfants mal accompagnés. Et j'espère vraiment qu'un nouveau pouvoir politique pourra s'intéresser profondément à ces questions, parce que sans quoi nous allons dans le mur. Et je vous souhaite un bon appétit. Secondes, c'est pour vous dire, il faut qu'on soit à 14h30 pour qu'on respecte le temps. Et puis le